indispensable pour le développement d'un pays. Il s'agit bien de l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Entreprendre et réussir. Aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Et pour répondre à nos questions, nous avons avec nous le spécialiste des questions économiques, M. Willy Akonda. Bonjour, M. Willy. Bonjour, madame. Alors, vous allez bien? La vie est belle, comme d'habitude. Ok, nous allons directement commencer par cette première question. Et comment définissez-vous l'entrepreneuriat, voulais-je dire? L'entrepreneuriat, on va faire très simple. Oui. Pour ne pas être trop compliqué, on peut dire c'est l'art d'entreprendre. Oui. C'est aussi à la fois cette manière de vouloir créer des richesses. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des personnes qui veulent entreprendre, c'est-à-dire qui mettent un peu de moyens, un peu d'argent, parce qu'on ne peut pas entreprendre aujourd'hui sans qu'on ait le capital, qu'on ait un peu de moyens pour pouvoir vouloir créer des richesses. Donc si on peut dire en un mot, madame, entreprendre, on peut dire que c'est le pouvoir de vouloir créer des richesses ou l'art d'entreprendre. Et quand vous parlez de l'art d'entreprendre, ça veut dire c'est inné, on est avec. Bon, il y a ces personnes-là qui ont cette capacité-là, ils ont hérité cette capacité-là d'entreprendre. Oui. Vous avez par exemple des entreprises qui sont des entreprises familiales qui sont parties de génération en génération. Ça, on les trouve normalement au niveau de l'Occident, de l'Europe ou des États-Unis, où vous avez des entreprises entières qui ont commencé en 1500, 1600, 1700, 1800 et jusqu'à aujourd'hui. Mais entreprendre ne veut pas dire nécessairement qu'on puisse avoir cette capacité-là, qu'on hérite de la famille. Non, il y a également de ces gens-là qui ont cette capacité de pouvoir entreprendre dès les bas âges. Et vous voyez par exemple un enfant fabriquer une petite voiture et commencer à vendre. Vous voyez un enfant ou un jeune qui va acheter par exemple des bonbons, des biscuits et qui arrive à les vendre à l'école. Donc c'est la fois on peut naître avec ça, hérité de manière familiale, mais aussi on peut apprendre. L'entrepreneuriat peut aussi être appris, on peut aussi l'apprendre de par les formations et au niveau des universités, donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable aussi. Nous allons rentrer sur cette notion de l'entrepreneuriat. Et comment trouvez-vous le climat des affaires dans notre pays, parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo? Le climat des affaires en RDC est à la fois, je dirais qu'il est discutable. Oui. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont fournis pour qu'on ait un bon climat des affaires, mais il y a encore beaucoup de problèmes. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps, pour pouvoir créer une entreprise, il fallait avoir le registre de commerce. Et pour avoir ce registre de commerce, il y a des gens qui déboursaient beaucoup d'argent et ça prenait beaucoup trop de temps. Et parfois, une personne pouvait faire 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans et n'arrivait même pas à avoir ce registre de commerce. Il y a des gens qui essayaient de pouvoir travailler avec les registres de commerce d'autres personnes. Mais aujourd'hui, on peut entreprendre, si on veut entreprendre, on peut avoir des documents, si vous voulez, en allant au registre, disons, au guichet unique de création d'entreprise. Et ça peut vous prendre une journée pour ceux qui ont, par exemple, qui veulent créer une start-up ou un PME, et ça vous prendra 3 jours pour ceux qui veulent créer une grande entreprise. Sur ce point-là, on dira qu'il y a une petite amélioration du climat des affaires. Le climat des affaires, c'est aussi les taxes. C'est aussi la fraude. Parce qu'il y a des gens qui investissent, par exemple, dans un domaine, mais lorsqu'il y a ces mêmes biens qu'ils sont en train de vendre aujourd'hui, ici, là, à Kinshasa, mais il y a d'autres entrepreneurs qui font entrer la même marchandise par fraude, ils paient moins de taxes, ils ne payent pas de taxes, et ils vendent, par exemple, ces produits à bas prix. Vous voyez que le climat des affaires, sur ce point-là, n'est pas propice. Et ce qui fait qu'en RDC, le climat des affaires est vraiment discutable. Mais il y a tout de même des efforts qui sont fournis pour qu'on ait un bon climat des affaires. Et le Congolais lui-même, il est aussi un entrepreneur? Le Congolais, non, le Congolais est beaucoup plus peureux. Quand vous regardez, par exemple, ici, l'environnement d'entrepreneuriat au niveau de la RDC, vous allez trouver beaucoup plus des étrangers qui investissent que le Congolais lui-même. Il y a beaucoup plus des étrangers qui sont là et qui créent des entreprises qui croient à ce Congo-là. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne croyons pas à notre Congo. Nous ne croyons pas à notre propre pays. Donc, les gens disent non, vendons le pays et divisons, partageons-nous l'argent. Non, il faut qu'on aille en Europe. Mais lorsque vous regardez, madame, en termes de statistiques, 80 millions d'habitants en RDC, vous avez plus de 12 millions, on parlerait même de 14 millions d'habitants concentrés dans une seule ville.
C'est-à-dire qu'on peut acheminer la marchandise dans une ville et pouvoir vendre. Quand vous regardez par exemple nos habitudes que nous avons, dès le matin, vous vous réveillez le matin, et dès que vous quittez votre lit, vous avez besoin des chaussures, des babouches, je disais. Vous avez besoin de brosses à dents, vous avez besoin de dentifrice, vous avez besoin. Et donc, ce sont des besoins qui s'accumulent au quotidien et chaque jour et chaque mois. Mais est-ce que le Congolais, ils ont l'offre par rapport à ces besoins-là? Le Congolais n'arrive pas à donner cette offre-là par rapport aux besoins. Mais ce sont les étrangers qui nous amènent l'offre et c'est ce qui fait un peu mal. Mais attention, il y a certains Congolais aujourd'hui de la diaspora qui commencent à croire à ce nouveau Congo et qui commencent également à faire le nécessaire pour pouvoir investir. Mais à quoi est due cette peur-là que les Congolais ont? D'abord, il faut dire que le plan politique fait peur. Oui. Le plan politique parce que l'environnement politique va de pair avec l'environnement économique. Oui, mais ça, c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui se sont développés pendant les moments de crise et les moments de guerre. Oui. On peut en citer autant. Aujourd'hui, nous parlons de l'Angola, mais regardez, l'Angola, ils ont eu plus de 27 ans, plus d'autant de temps de guerre. Mais cela n'a pas empêché à ce qu'il y ait des initiatives. Oui. Donc, il n'y a pas seulement le problème qui est la paix, qui est la guerre. Mais simplement, c'est cette peur-là qu'on a. On dit, ah non, bon, c'est pas propice. Mais alors que d'autres sont en train de croire à ce nouveau Congo-là. Oui. Est-ce que les structures sont bien placées pour accompagner ces entrepreneurs qui veulent naître? Ou déjà ceux-là qui sont là, est-ce qu'ils se sentent bien encouragés, ils se sentent accompagnés par les structures bien appropriées? Est-ce qu'on a des structures aujourd'hui? Je dirais oui. Mais est-ce qu'on a des structures? Je dirais non. Parce qu'il y a des structures qui existent. Quand vous regardez la FEC, c'est quand même le patronat. Quand vous regardez la Copemeco, quand vous regardez, il y a plusieurs entreprises. Aujourd'hui, on a Makutano avec Nicole Soulou. On a plusieurs structures. On a même les ministères des PME qui essaient d'encadrer. Mais à quel niveau on encadre? Quand vous regardez toutes ces organisations, pour pouvoir adhérer, il faut payer de l'argent. Oui. C'est à la fois 50, 100, 200, 500, 1000 $. Mais voilà. Quand vous regardez, les secteurs informels représentent plus de 90% de l'économie nationale. Oui. Les secteurs informels. C'est-à-dire qu'une maman qui vend du foufou, ou ça peut être aussi une personne qui essaye de vendre par exemple du café, de l'eau et consorts, oui. Mais ce sont des petites entreprises qui produisent de l'argent, qui produisent de restèches. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas encadrées et ce qui pose véritables problèmes par la suite. Mais l'encadrement existe, mais on dirait que c'est un encadrement des riches. Oui. Mais vous venez de parler du ministère des PME. Ce ministère s'occupe de quelle PME si vous parlez des riches alors? Bon, mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que est-ce que l'action du ministère rentre dans ce qu'on appelle la politique générale du gouvernement? Parce que ce qu'on appelle politique générale du gouvernement, cela veut dire qu'un ministre est là, il a une politique sur le PME, c'est-à-dire petites et moyennes entreprises, ou petites et moyennes industries, ou micro-entreprises. C'est-à-dire, lorsque le ministre part, cette même politique peut continuer jusqu'à la fin. Voyez. Mais est-ce que c'est une politique gouvernementale? Ou c'est juste une initiative d'un ministre qui arrive, qui dit, bon, moi, en tant que ministre, je vais essayer de faire ceci, je vais essayer de faire cela. Donc, on ne sent pas ici l'accompagnement des ministères de PME parce que ce n'est pas une action qui rentre dans l'action globale du gouvernement. Mais vous venez d'évoquer tout à l'heure le secteur informel et formel. Vous ne trouvez pas que ce secteur informel qui pèse sur l'économie est un véritable problème dans l'organisation par rapport au ministère? Ça ne pose pas problème dans la mesure où si le ministère savait faire en sorte que les gens puissent quitter de l'informel au formel. Oui. Beaucoup de gens qui sont dans les formels sont capables de formaliser. Oui. Formaliser, c'est-à-dire quoi? Avoir des documents. Oui. Oui, des documents. Ça. Oui, c'est enregistré aussi au niveau du ministère. Effectivement. Mais quand vous regardez par exemple aujourd'hui, le secteur informel, comme on l'a dit, représente plus de 90%. Oui. C'est-à-dire que le secteur formel est à 10%. Mais on peut passer du secteur informel à un secteur formel. On peut formaliser le commerce, par exemple. Donc, on va commencer par recenser toutes ces personnes qui ont des activités. Et puis, ensuite, on va savoir qui fait quoi, dans quel domaine. On va, par exemple, comme ce sont des petits commerces, on peut fixer un taux de paiement des taxes
qui peut être, ça dépend de niveau de PME, accessible à tous et que tout le monde soit capable de pouvoir payer. À ce moment-là, on va formaliser. Et l'on sera à mesure, dans un premier temps, d'avoir un peu d'argent dans la caisse de l'État. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de PME qu'on a au Congo? C'est vraiment nombreux. Ça peut faire 1 million. À supposer qu'aujourd'hui, on dit on a 1 million de PME et que chaque PME doit payer $1 par mois ou par an. Donc, on aura pratiquement plus de 3 millions ou 30 millions. Ça dépend de ce que l'on veut. Donc, on peut formaliser les PME. Mais là, il faut, comme j'ai dit, une politique gouvernementale qui puisse mettre des règles, qui fasse en sorte que les gens qui sont capables d'entreprendre soient pris en charge par l'État en termes de paiement des taxes, en termes d'encadrement et même en termes de financement. Parce que le problème qui se pose ici, c'est que les PME ou, si vous voulez, les micro-entreprises ont besoin de financement, de cet accompagnement pour leur permettre d'aller de l'avant. Et l'État, si l'État met une politique, je vais peut-être choquer beaucoup de gens. Et voilà. Quand on parle aujourd'hui en termes d'élection, madame, nous parlons élection, nous parlons démocratie, c'est une très bonne chose. Mais c'est combien? C'est 220 millions de dollars l'année non remboursables quand on parle du cycle de 1 milliard 200 millions pour 5 ans. 1 milliard 200 millions non remboursables. Mais si on mettait les 220 millions pour financer les PME chaque année, où est-ce que nous allons arriver? Donc, je sais que ça va choquer, c'est vrai, on a opté pour la démocratie, mais quand vous parlez aux PME, quand vous parlez aux banquiers, quand vous parlez aux entreprises, ils trouvent quand même que c'est choquant que l'État, chaque année, jette 220 millions de dollars américains. Mais il faut savoir que le problème n'est pas seulement au ministère. Récemment, le ministre des PME a lancé l'appel à la certification des PME. Vous êtes rassuré combien de Congolais? Est-ce que le problème, ce n'est pas le Congolais lui-même qui est un peu plus peureux? Mais appel à la certification, il a appelé qui? Où? Quand et comment? Il a organisé un dîner avec les Mais les dîners, est-ce que vous allez dire à cette maman-là qui vend de braises et qui fait ces braises-là, par exemple, qui ramène les braises de Maluku jusqu'à Kinshasa et qui vous fait, par exemple, plus de 100 sacs, 50 sacs le mois, et vous dites dîner, elle va aller dîner pour faire quoi là-bas? Est-ce que là, c'est temps là d'aller dîner? La dame a besoin qu'il y ait des structures qui descendent sur le terrain pour recenser, pour dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, nous allons recenser, vous, maman Malewa, maman entrepreneuse, maman telle, c'est-à-dire les dames qui vont, quand je parle maman Malewa, ici, sont des termes au niveau du Congo qui parlent des femmes qui ont des restaurants de fortune, oui, et des femmes qui vont de la braise et des bois de chauffe et consorts, et qui font parfois énormément d'argent. Mais est-ce qu'on a besoin que le ministre de PME organise un dîner? D'abord, c'est sélectif, c'est pas tout le monde qui va y arriver. Mais il faut envoyer des gens sur le terrain. L'information doit d'abord passer. Comment l'information passe? Mais il faut que le ministère organise et que ce soit des descentes sur ce terrain, madame, pour pouvoir recenser toutes ces personnes. Oui. Quand vous allez au grand marché, oui, je vais peut-être vous choquer. Je vous dirai, l'ensemble du grand marché, oui, peut représenter le grand marché de Kinshasa, oui, plus de 60% de l'économie nationale. Oui. Mais ça va passer dans l'informel. Les femmes qui sont au grand marché, elles vous importent quoi? La nourriture à manger, du riz, du sucre et consorts. Mais c'est des gens qui sont dans l'informel et qui font beaucoup d'argent. Et si on essayait d'organiser toutes ces femmes-là, tous ces hommes-là qui sont dans les marchés, les grands marchés de Kinshasa, voilà, ou peut-être dans la province, organiser et formaliser toutes ces personnes, on aurait pu canaliser de l'argent. Mais vous parlez du secteur informel, mais ces gens-là, ils payent des taxes. Quelle taxe ils payent? Si vous allez au grand marché, il y a à chaque fois, vous n'avez pas une place gratuitement, mais ils payent aux agents de l'État. Comment vous dites qu'ils sont dans l'informel? Mais la taxe là va où? Mais là, ce n'est pas une question, c'est pas pour les entrepreneurs. Mais la taxe va où? Ils payent une taxe. Est-ce que cette taxe-là va où, madame? C'est là où se situe le problème. La taxe, je vous dis, tous les gouverneurs qui sont passés, ils prennent cet argent-là. Ils sont dans le football. Vous voyez un gouverneur qui donne 100 millions de dollars américains dans une équipe de football. Vous voyez un gouverneur, je ne cite pas de nom, qui chaque fois se trouve dans l'Inganda en train de sortir des 10 millions. C'est de l'argent qu'il trouve là-bas. Nous voulons parler ici de formaliser. Formaliser, c'est-à-dire que c'est l'argent qui rentre dans les banques. Et l'argent que toutes ces femmes-là qui payent en termes de taxes peut revenir en termes de crédit.
C'est ce que nous parlons ici en termes de formalisation. Mais vous n'allez pas nous dire l'argent qui rentre au grand marché ou dans les marchés et qui se retrouve voilà, chaque fois, chaque soir dans l'Inganda, dans le bistrot où les autorités ou ceux qui dirigent la ville disent qu'ils ont énormément d'argent. Mais c'est peut-être ça qui décourage alors les Congolais. Ils préfèrent rester dans l'informel plutôt que rester dans un secteur où ils payent l'impôt et ils ne voient pas de structure qui l'accompagne. Il faut rester dans l'informel. On ne peut pas se décourager parce que c'est notre pays. Et pourquoi l'étranger ne se décourage pas? Je vous ai parlé de l'histoire du marché central de Kinshasa. Allez au marché central de Kinshasa. Qui sont pour la plupart ceux qui ont commencé à investir? Ce sont des Ouest-Africains. Ils ont investi beaucoup. Les étrangers y croient à ce Congo-là. Mais nous devons croire à ce Congo. Le problème, c'est que nous devons dire aux dirigeants la vérité. Nous pouvons leur demander de faire des choses comme ils se doivent, si vous voulez bien, et de formaliser les choses. Formaliser, ça ne coûte absolument rien. Ça ne coûte rien que de formaliser. Moi, j'ai toujours dit, regardez, aujourd'hui, quand vous regardez nos autorités, ils ne sont pas très puissants sur le plan international. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas très puissants économiquement. Et si vous formalisez les choses et qu'au plan économique, au niveau national, vous êtes fort, même à l'extérieur, vous serez très fort. Oui. Donc, il s'agit de formaliser seulement et de mettre des structures en place. Et pour ceux-là qui sont en train de venir, il y en a qui sont sur le terrain. On va mettre pour eux des structures, on formalise, mais ceux-là qui sont encore sur les bancs de l'école, qu'est-ce qu'ils doivent bénéficier? Mais ce que nous disons ici, c'est que nous appelons les dirigeants à formaliser les choses, c'est-à-dire à faire rentrer cela dans le cadre d'une politique générale gouvernementale. Oui. Ce qui fait en sorte que... plus bas alors. Bien sûr que oui, par l'éducation au niveau peut-être primaire, secondaire, l'art d'entreprendre, ça peut faire entrer dans le cursus scolaire ou académique. Ça, c'est tout à fait évident. Au niveau académique, déjà, il y a des gens qui font l'économie et qu'on sort. Oui. Mais c'est ça le problème. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que les dirigeants doivent faire en sorte que cela rentre dans une politique nationale gouvernementale. Oui. C'est-à-dire un président de la République qui n'est pas là, qui est remplacé par un autre, qui trouve un plan. Est-ce que vous savez, madame, par exemple, je ne vais pas vous surprendre, mais je vais vous dire une chose. Le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa, oui. Quand on a parlé des 5 chantiers, le 5 chantiers n'a pas créé un plan d'aménagement. Le 5 chantiers a trouvé un plan d'aménagement de la ville de Kinshasa qui existe, qui est là. Et il y a des gens qui ont travaillé. Le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa, le SOSAC, existe, qui a été adopté en 1994. Comment on va réaménager la ville de Kinshasa? Ça existe. C'est-à-dire qu'un président de la République qui viendra va trouver ce plan-là et s'il vient aménager, il va se mettre là. Alors, ce que nous voulons par rapport au PME, c'est qu'il y ait des dirigeants, s'il vous plaît, que le gouvernement, que les gouvernements qui viennent puissent mettre en place ces plans, ce plan-là, pour faire en sorte que l'on puisse donner l'impulsion au PME qui, en fait, en réalité, madame, est le socle d'une économie parce que ça forme la classe moyenne. Oui. Parce que quand on n'a pas de PME, on n'a pas de classe moyenne, on aura, c'est-à-dire une fracture. D'un côté, on aura une poignée de personnes, une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes, ou cinquantaine ou centaine de personnes, au milieu de 80 millions qui sont des riches, et on aura plus de 70 millions qui sont de pauvres. Il n'y aura jamais la classe moyenne. La seule manière d'avoir la classe moyenne, c'est de soutenir ces PME-là, ces initiatives, pour pouvoir avoir les solutions. Oui, donc l'entrepreneur lui-même, quelle attitude il doit avoir? Parce que la plupart, ils se limitent au commerce de survie. L'entrepreneur doit être ambitieux, parce qu'on ne peut pas entreprendre sans avoir de l'ambition, sans pouvoir aller de l'avant. Oui. Le problème avec nous, c'est que nous travaillons pour le quotidien. C'est-à-dire, nous, dès qu'on a un petit rien pour le manger, on dit ça suffit. Oui. Donc, quand vous regardez une maman qui a un restaurant de fortune, pour elle, c'est chaque jour, c'est des habitudes, c'est tous les jours, c'est comme ça. Oui. Elle est très habituée à avoir sa nourriture, à vendre un peu de jus et de sucré, c'est tout. Oui. Mais est-ce qu'elle a l'ambition de moderniser, d'aller plus de l'avant? Est-ce qu'elle a l'ambition, par exemple, de se dire, bon, écoutez, moi, tout autour de moi, je sais qu'il y a des célibataires qui sont là. Oui. Et par exemple, dans mon quartier, il y a des célibataires qui cherchent à manger. Est-ce que je peux faire disons, l'emporter? Oui. Est-ce que je peux faire ceci, je peux faire cela par rapport aux besoins? Est-ce qu'on va aller seulement dans ce qu'on appelle le foufou, le boukari ou le, je sais pas moi? C'est des études comme ça. On n'a pas d'études, on ne regarde rien, on ne fait rien, on n'a pas d'ambition. Oui. Alors qu'ailleurs, les gens commencent par des restaurants de fortune et qui arrivent à avoir des grands restaurants parce qu'ils ont des ambitions. Vous avez parlé de femmes
qui sont dans les restaurants, y a-t-il des femmes qui sont aussi au niveau des PME, qui dirigent des PME puissantes? Y a-t-il des femmes entreprenantes à ce niveau-là? Au Congo, on a beaucoup de femmes entrepreneurs aujourd'hui, si vous voulez bien. Elles sont en train de se battre, elles sont dans la transformation des produits agricoles, elles sont dans beaucoup de domaines. Oui. Ah bon, ce qui est beaucoup plus intéressant, je puis suivre quelques mamans en tant que journaliste économique qui sont venues de l'Est précisément, et elles étaient dans l'import-export hein, au niveau de l'Est. Oui. La plupart des femmes là allaient à Dubaï, allaient en Inde acheter des biens pour pouvoir vendre, et c'était des télévisions et consorts. Maintenant, elles ont compris qu'il y a beaucoup plus de richesse dans l'agriculture. Oui. Et c'est là où se sont plongées beaucoup plus de femmes dans l'agriculture, dans les secteurs agricoles. Et quand on parle de secteur agricole, madame, attention, le secteur agricole, c'est un secteur qui est porteur de croissance. Parce que quand on parle de l'agriculture, on voit ce qu'on appelle la chaîne. Oui. C'est toute une chaîne. Parce qu'une maman qui va faire ses maniocs, cultiver les maniocs, elle a besoin de pouvoir moudre après. C'est vraiment toute une chaîne. Il y a le transport, on peut emballer, il y a vraiment toute une chaîne de commercialisation dans ce qu'il y a. Qu'il soit au niveau de la fabrication ou au niveau de la commercialisation, c'est vraiment toute une grande chaîne et qui est à la fois bien pour les femmes qui s'engagent aujourd'hui. Et quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent, ces femmes entrepreneurs? Les difficultés, il n'y a pas de difficultés particulières aux femmes et les difficultés particulières aux hommes. Seulement, il faut relever que c'était d'abord par rapport à la loi qui demandait à ce que pour qu'une femme puisse entreprendre, il faut d'abord l'autorisation préalable de son mari pour voyager, pour faire ceci, pour faire cela. Je crois que la loi a résolu ce petit problème-là. Oui. Mais aujourd'hui, on sent que les femmes ont les mêmes difficultés de financement, d'accompagnement comme tous les autres. Okay. Et elles ont facilement l'accès au financement? Mais on le dit de manière générale, les banques sont très réticentes pour pouvoir financer. Oui. Et le problème serait quoi? Les banques, d'abord, ce n'est pas une politique. Les banques commerciales, on appelle, ici, on n'a pas de banques de développement. Oui. Au Congo, on n'a pas de banques agricoles. Oui. On n'a pas de banques de développement, on n'a pas de banques agricoles. Donc, on a des banques commerciales qui ont besoin à la quête, à la recherche de l'argent et du bénéfice. Et ces banques-là donnent des conditionnalités et même l'octroi de crédit ne dépasse pas 3, 4, 5 ans. Alors que pour quelqu'un qui va investir dans l'agriculture, il a besoin d'au moins 10 ans pour pouvoir rembourser. Mais voilà, aujourd'hui, vous êtes dans le secteur agricole et quand on vous dit en une année, il faut rembourser les 100 millions que vous avez puis avoir, c'est dans les 10 millions. Est-ce qu'on peut planter aujourd'hui et commencer à vendre 10 millions de dollars, ou bien 10 000 dollars aujourd'hui? C'est pas évident. Donc, c'est-à-dire que les banques sont très réticentes, ils ont beaucoup de conditionnalités, c'est pourquoi il dit qu'il faut qu'il y ait des banques de développement, oui. Celles qui projettent à long terme, non pas à court et à moyen terme. Oui. Donc en termes de crédit qu'on emprunte pour que les gens puissent rembourser progressivement. Oui. Donc toutes les difficultés qu'ils rencontrent, à la fois les hommes et les femmes, oui. C'est en fait tout le monde qui rencontre toutes ces difficultés. Et cette difficulté-là, comment on pourrait la contourner, vous en tant que spécialiste? Comment on peut contourner ces difficultés-là? D'abord, il faut amorcer le dialogue avec les dirigeants. Oui. C'est assez important, à travers les organisations patronales. Les PME, si vous voulez, doivent s'organiser et affronter l'État, discuter avec l'État, discuter avec les banques, essayer d'amorcer ce dialogue. Je pense que c'est quelque chose de très important. Mais à la fois, c'est à la fois aussi, on peut parler des initiatives individuelles qui réussissent aujourd'hui, mais je pense, à mon avis, il faut que le patronat, la FEC se réveille pour dire, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que d'autres organisations patronales se réveillent, mais également que les entrepreneurs vraiment fassent le lobbying. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse porter des fruits si ce n'est pas le lobbying. Il faut qu'ils arrivent à faire ce lobbying-là. Madame, regardez aujourd'hui, je vous donne une petite image. À supposer qu'aujourd'hui, là je m'adresse aux dirigeants et aux gouvernants, à supposer qu'aujourd'hui, toutes les femmes décidaient de ne pas travailler une journée. Ne fût-ce que les mamans qui vont chercher du pain le matin. C'est l'industrie de planification qui va tomber en faillite. Parce que ces femmes-là courageuses se réveillent chaque matin à 4 h du matin et se mettent dans la rue pour pouvoir chercher du pain, à leur risque et péril. Et ces femmes-là qui vont au champ, qui vont travailler au champ. Les femmes ont un grand rôle à jouer dans la société et elles le jouent, mais je pense qu'elles ont besoin d'un accompagnement parce que le jour viendra
où ces femmes-là diront que nous, en tant que femmes, on n'est pas en mesure de sortir, ça sera les conséquences qu'on pourra vivre. Et quand vous parlez de l'organisation, il s'agit de regroupement des femmes. Regroupement de femmes, regroupement d'entrepreneurs, il faut qu'il y ait des regroupements, des associations, mais il faut également que les associations qui existent puissent réduire des conditionnalités. Parce que si on a des conditionnalités qui sont à la fois difficiles à réaliser, et ça pose un véritable problème. Il y a des associations pour être membre, il faut $2000, madame. C'est quand même énorme qu'on puisse avoir $2000 pour pouvoir adhérer à une association. C'est quand même énorme. Des associations à tout le niveau, il y en a. Il n'y a pas que des associations qui demandent beaucoup d'argent. Il y a des associations qui sont faites dans des communes, dans des quartiers. Et ces associations-là, elles ne se font pas entendre. Pourquoi? Et vont se faire entendre où? Vous pensez qu'une association qui se réunit au niveau de la commune va rencontrer les premiers ministres pour discuter sur le climat des affaires? Et alors, c'est la faute à qui? Au gouvernement qui n'écoute pas les petits peuples alors? Nous l'avons dit que le gouvernement doit inscrire un plan global, ça c'est au niveau général, un plan global de développement. Que ce soit un plan global qui ne regarde pas simplement les PME, mais ce soit un plan global, qui ne demande pas seulement que ce soit un gouvernement qui est en place, mais c'est un plan global où tous les autres gouvernants qui viendront puissent s'inscrire. À chacun, bien sûr, donnera sa petite touche personnelle, mais au moins on sait que nous partons d'ici pour aller vers là. Alors, entreprendre et réussir, est-il possible en RDC? Oui, il est plus que possible d'entreprendre et de réussir en RDC, puisque les étrangers viennent, ils le font et ils réussissent. Et les Congolais doivent faire de même. Mais c'est un appel. Aujourd'hui, je salue la diaspora. Cette diaspora-là qui pense et qui croit à ce nouveau Congo. Ce Congo qui bouge, ce Congo qui change. Le Congo n'est plus le Congo d'avant. Le Congo aujourd'hui, c'est avec 14 millions d'habitants à Kinshasa, 14 millions en termes de besoins de transport, en termes de besoins des services, en termes de besoins de le manger. Le quotidien, c'est vraiment un Congo qui est prospère, c'est un Congo qui change et un Congo qui bouge. Et le Congolais doit en saisir l'opportunité et l'occasion. Merci à vous qui nous avez suivis. Aujourd'hui, il a été question de l'entrepreneuriat. Et prochainement, nous allons aborder un autre thème. Et si vous pouvez encore le revoir, vous voulez encore revoir, vous pouvez nous retrouver sur notre site web www.ztministry.com. Au revoir.